Situation B. C'est une expérience. On cultive des cellules animales dans un milieu oxygéné contenant du glucose radioactif au carbone 14. Au cours du temps, on localise la radioactivité dans la cellule. On détermine la nature des produits radioactifs qui apparaissent. Le tableau suivant représente les résultats. Voilà donc les étapes du temps, T0, T1, T2 et T3. Voilà le milieu externe de la cellule, milieu extérieur. Et voilà le milieu interne de la cellule subdivisé aussi en deux. On a le hyaloplasme puis la mitochondrie. Voilà la légende, les symboles utilisés dans le tableau. Le G, c'est le glucose. Et la P ici, c'est l'acide pyruvique. Les symboles plus, le nombre de plus augmente avec la quantité. Plus on a beaucoup de plus, ça veut dire que la quantité est grande. Plus on a moins de symboles plus, ça veut dire que la quantité est plus faible. Regardez donc au temps T0, il n'y a que le milieu externe qui contient le glucose, parce que c'est le moment où on a déposé le glucose au milieu externe de la cellule. En grande quantité, ce glucose est radioactif. Au temps T1, regardez, il y a toujours du glucose dans le milieu externe, mais ce n'est plus avec la même quantité. On a seulement 2 symboles plus. Et en même temps, on a apparition du glucose radioactif dans le hyaloplasme avec 3 symboles plus. Ça veut dire qu'il y a une grande quantité de glucose qui a pu pénétrer dans les milieux internes, dans le hyaloplasme de la cellule. Au temps T2, regardez, la case du milieu externe est vide. Ça veut dire qu'il n'y a plus de glucose dans ce milieu. Tout le glucose qui a été déposé dans le milieu externe a pu donc entrer dans le hyaloplasme. Au même moment, au temps T2, il y a apparition de la P, c'est l'acide pyruvique radioactif, dans le hyaloplasme avec une diminution de la quantité de glucose. Et l'acide pyruvique étant avec une importante quantité. Ça veut dire que c'est le glucose qui a pu subir une dégradation pour donner l'acide pyruvique, puisqu'il est radioactif, donc il provient du glucose. Au niveau de la mitochondrie, toujours rien. Au temps T3, toujours le milieu externe est vide. Regardez le milieu interne, surtout au niveau du hyaloplasme, il n'y a plus de glucose. Ça veut dire que tout le glucose qui a pu pénétrer dans le hyaloplasme a été totalement dégradé en acide pyruvique. Et au même moment, l'acide pyruvique apparaît dans la mitochondrie avec une faible quantité au départ. Cet acide pyruvique radioactif, ça prouve toujours qu'il provient de la dégradation du glucose initial. Et en même temps, apparition du gaz carbonique, du dioxyde de carbone radioactif. Ça veut dire qu'il provient de la dégradation de l'acide pyruvique en grande quantité au niveau de la mitochondrie. Voilà donc les 4 étapes. Question 5. À partir de ces cellules, la dégradation de l'acide pyruvique se fait au niveau du hyaloplasme, ou bien de la mitochondrie, ou bien du hyaloplasme et de la mitochondrie tous les deux. Alors il s'agit là de l'acide pyruvique et non pas du glucose. Regardez, le glucose se dégrade au niveau du hyaloplasme, mais ici ce qui est demandé c'est l'acide pyruvique. Voilà l'apparition de l'acide pyruvique ici au niveau du hyaloplasme, puis il pénètre dans la mitochondrie où il va être dégradé en CO2. Donc la dégradation, elle se fait ici au niveau de la mitochondrie et non pas au niveau du hyaloplasme. Donc c'est la proposition numéro 2. Question numéro 6. Au temps T4, il y aura apparition de CO2 dans, est-ce que c'est dans le milieu externe, ou bien c'est dans le milieu externe puis le hyaloplasme, ou bien c'est dans le hyaloplasme puis le milieu externe. Donc le CO2 se trouve maintenant dans la mitochondrie. Logiquement, il doit passer tout d'abord vers le hyaloplasme, puis du hyaloplasme vers le milieu externe. Il ne peut pas passer vers le milieu externe sans passer par le hyaloplasme. Ça veut dire donc la première proposition, elle est fausse. La deuxième proposition aussi, elle est fausse. Il en reste donc la troisième proposition. Donc le CO2 va apparaître dans le hyaloplasme tout d'abord, puis dans le milieu externe. C. Considérons le schéma suivant. C'est un schéma extrait du site Wikipédia. Donc il représente, ici c'est la membrane interne de la mitochondrie, ici c'est la membrane externe de la mitochondrie, ici c'est la matrice mitochondriale, et ce vide-là c'est l'espace intermembranaire. Ici en bleu,
ce sont des transporteurs de la chaîne respiratoire. Ici, c'est la sphère pédonculée qui va produire l'ATP. Alors, passons à la question numéro 7. L'ensemble des réactions de ce schéma représente les oxydations respiratoires, la phosphorylation oxydative ou bien la réoxydation du transporteur R'(H2). Commençons par la troisième. Ici, on voit qu'il y a le NADH+ qui va réagir pour donner le NAD+. Donc sur ce schéma, il y a oxydation, réoxydation du transporteur R'(H2. Mais pas les seuls. Il y a aussi le cycle de Krebs sur le schéma. Donc ce n'est pas tout simplement une phosphorylation oxydative. Alors, ce schéma regroupe tout ce qui concerne les oxydations respiratoires. Continuons par la question numéro 8. Si on bloque l'arrivée de l'oxygène dans ce schéma, vous voyez ici, l'oxygène c'est là, elle va réagir avec les hydrogènes pour donner l'eau. L'oxygène va donner l'eau. Si on bloque l'arrivée de l'oxygène, c'est-à-dire supposons qu'il n'y a plus d'oxygène dans ce système, le cycle de Krebs continue et la synthèse d'ATP s'arrête. Le cycle de Krebs s'arrête et la synthèse d'ATP continue. Le cycle de Krebs et la synthèse d'ATP s'arrêtent tous les deux. Donc la première proposition elle est fausse. Si on bloque l'oxygène, le cycle de Krebs aussi va être bloqué parce que tout sera bloqué. Toutes ces réactions-là sont couplées. Si on arrête l'une, toutes les autres s'arrêtent. Donc le cycle de Krebs va s'arrêter. Le cycle de Krebs s'arrête et la synthèse d'ATP va s'arrêter. Donc le cycle de Krebs et la synthèse d'ATP s'arrêtent tous les deux. Donc c'est la troisième proposition. 9. Dans le schéma précédent, le cycle de Krebs a un rôle de réoxydation du transporteur R'(H2. Non, regardez la flèche. C'est le cycle de Krebs qui donne le NADH+, et non pas celui qui le réoxyde. Donc, première phrase fausse. Générateur du transporteur R'(H2, générateur, c'est-à-dire celui qui les produit. Oui, c'est correct. Transmetteur du transporteur, non. Donc, c'est le cycle de Krebs qui va les générer pour qu'ils subissent la réoxydation au niveau de la chaîne respiratoire. Continuons. Je passe à la question numéro 10. Dans le schéma précédent, l'énergie nécessaire au maintien des gradients H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire provient de les ATP produits par les ATP synthétases, le transfert des électrons le long de la chaîne respiratoire selon le gradient redox, ou bien le retour des protons H+ vers la matrice par les ATP synthétases. Non, cette énergie nécessaire pour que le gradient H+ soit maintenu, c'est-à-dire que c'est l'énergie nécessaire pour le transport actif des protons H+ vers l'espace intermembranaire. Cette énergie ne provient pas des ATP produits par les ATP synthétases, non. Elle ne provient pas du retour du proton H+ vers la matrice, non. Mais elle provient, en effet, du transfert des électrons le long de la chaîne respiratoire selon le gradient redox. Lorsqu'un électron est transféré d'un transporteur vers un autre, c'est qu'il est transféré d'un niveau énergétique plus haut vers un niveau énergétique plus bas. Et l'excès de l'énergie, il va être donc cédé pour transférer l'hydrogène de la matrice vers l'espace intermembranaire. Passons à la question numéro 11. Le schéma précédent montre que le pH de la matrice doit être égal au pH de l'espace intermembranaire, ou bien inférieur, ou bien supérieur. Alors, pour qu'il y ait une production d'ATP au sein de la mitochondrie, il faut qu'il y ait un gradient de H+ entre la matrice et l'espace intermembranaire. Gradient de H+ veut dire que la concentration de H+ dans la matrice est différente de la concentration de H+ dans l'espace intermembranaire. Il ne peut pas y avoir une même concentration, sinon il n'y aura pas production de l'ATP. Alors, il y a une relation nette entre la concentration de H+ et le pH. Puisqu'il y aura une différence de concentration entre les deux, il y aura aussi une différence de pH. Donc, première proposition fausse. Est-ce que le pH de la matrice va être inférieur au pH de l'espace intermembranaire ou bien plus grand? Regardons. La concentration de H+ dans la matrice est plus faible.
que la concentration de H+ dans l'espace intermembranaire. Donc, concentration de H+ de la matrice plus faible, ça veut dire que le pH de la matrice va être plus grand que le pH de l'espace intermembranaire, qui va être plus acide, plus petit. Donc, on va dire que le pH de la matrice va être supérieur au pH de l'espace intermembranaire. Continuons. Question numéro 12. Dans une mitochondrie, les crêtes permettent d'augmenter le volume de la matrice, ou bien d'augmenter la surface de la membrane interne, ou bien d'accélérer la glycolyse. Une mitochondrie, comme vous savez, a beaucoup de crêtes. Ce sont des replis de la membrane interne. Ça veut dire que la membrane interne n'est pas lisse, mais elle est tapissée de beaucoup de crêtes. Alors pourquoi? Est-ce que ces crêtes servent à augmenter le volume de la matrice? Eh bien non. Est-ce qu'ils servent à augmenter la surface de la membrane interne? Oui. Est-ce qu'ils permettent d'accélérer la glycolyse? Non, il n'y a aucune relation entre la mitochondrie et la glycolyse. Donc ces crêtes permettent d'augmenter la surface de la membrane interne, ce qui va permettre encore plus donc d'augmenter le taux de la phosphorylation, de l'activité de la phosphorylation oxydative. Je passe à la question numéro 13. Dans le schéma précédent, si c'est FADH2 qui est le donneur d'électrons, alors l'ATP synthétase va produire un seul ATP pour FADH2, sinon 2 ATP pour chaque FADH2, oui. 3 ATP pour chaque FADH2, non. On a déjà vu que les 3 ATP ne sont produits que c'est le donneur d'électrons, c'est le NADH+. Pardon, le NADH+. Je continue. Première question. Cette équation représente une dégradation complète de l'acide pyruvique, ou bien incomplète de l'acide pyruvique, ou bien complète de CO2. Alors si je regarde ce schéma de cette réaction, je peux déjà exclure la troisième proposition. Cette équation, c'est la production de CO2 et non pas la dégradation de CO2. Alors, est-ce que cette équation représente une dégradation complète ou incomplète de l'acide pyruvique? Regardez ici, l'acide pyruvique ne donne plus aucun métabolite organique, il ne donne que des déchets minéraux que sont le CO2. Il n'y a plus de déchets organiques, donc c'est une dégradation complète de l'acide pyruvique. Deuxième question. La réaction de cette équation se déroule dans l'hyaloplasme, ou bien la matrice, ou bien les crêtes mitochondriales. Eh bien, ce n'est pas de l'hyaloplasme, parce qu'on a déjà vu que dans l'hyaloplasme, le glucose est dégradé en acide pyruvique, c'est la glycolyse. Dans la matrice mitochondriale, oui. Dans les crêtes mitochondriales, non. Les crêtes sont le lieu de la phosphorylation oxydative. Je passe à la question numéro 3, ici j'ai dû mettre 3. Les questions précédentes concernent la respiration, la fermentation alcoolique ou bien la fermentation lactique. Ce n'est pas une fermentation, donc les deux dernières propositions sont fausses. Ce n'est pas une fermentation parce que ici l'acide pyruvique est totalement dégradé, alors que dans la fermentation alcoolique, il devait donner l'éthanol. Dans la fermentation lactique, il devait donner l'acide lactique. Donc c'est la respiration. Continuons. 4. Dans l'équation précédente, le métabolite dégradé a subi une phosphorylation, 5 décarboxylation, 5 déshydrogénation. Regardons, voilà le schéma correspondant. Une seule phosphorylation. Non, il n'a pas subi de phosphorylation. Il n'y a aucune phosphorylation. Ce qui a subi la phosphorylation, c'est l'ADP et non pas le métabolite. Donc, première proposition, fausse. 5 décarboxylation. Non, il n'y a que 3 ici décarboxylation. Ici, si je tiens en compte une seule molécule, si je tiens en compte 2 molécules, il y aura 6 décarboxylation pour une seule molécule de glucose. Proposition fausse. Deuxième proposition fausse. 5 déshydrogénations, oui, les voilà. Il y a réduction de 5 transporteurs d'électrons,
en 5 transporteurs d'électrons réduits en arrachant chacun des hydrogènes. Donc c'est 5 déshydrogénations. 5. Le bilan énergétique de cette équation après phosphorylation oxydative est donc dans cette question, il s'agit du bilan et non pas du rendement. Le bilan énergétique de toute cette équation, il faut calculer. Est-ce que c'est 16 ATP, ou bien 15 ATP, ou bien 14 ATP? Alors regardons. Il y a déjà un seul ATP. Regardons, il y a 5 transporteurs d'électrons. Parmi ces 5, il y a, parce que ici, l'acide pyruvique va donner déjà l'acétylcoenzyme A avec un seul NADHH+, puis le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs va donner 3 NADHH+, plus le premier, c'est 4. Donc parmi ces 5, on a 4 NADHH+, et un seul FADH2 produit par le cycle de Krebs. Donc 4 NADH2 vont produire combien d'ATP? Chacun produit 3. C'est 4 fois 3 est égal à 12. Plus 1, c'est 13. Il nous reste un seul FADH2. Il produit combien? Il produit 2. Donc 2 et 12 et 1, c'est 12, 13, 14, 15. Donc c'est 15 ATP. Voilà, je continue. P. Considérons le schéma suivant du cycle de Krebs. Simplifié, le voilà. C'est le cycle de Krebs. Le point de départ, c'est l'acétylcoenzyme A. Voilà. Il y a production de NADH, H plus FADH2, 4. Et ici, donc, il y aura réduction de 3 NAD+, et un seul FAD+, donc 4 fois. Production de CO2, 2 fois. 6. Le cycle de Krebs fait partie de la glycolyse? Non, la glycolyse se fait dans le hyaloplasme, alors ici, elle se fait dans la matrice. Des oxydations respiratoires ou bien de la phosphorylation oxydative? Eh bien, ça fait partie des oxydations respiratoires. 7. Dans ce cycle, le métabolite subit une dégradation complète, ou bien une dégradation incomplète, ou bien une réduction. Ce n'est pas une réduction. Donc c'est un ensemble d'oxydation ici. Est-ce qu'elle est complète, cette dégradation, ou bien incomplète? Regardons. L'acétylcoenzyme A, combien est-ce qu'il possède de carbone? 1 carbone, 2 carbones seulement. 2 carbones seulement. Il va entrer dans les réactions du cycle de Krebs. Alors, si on regarde le cycle de Krebs, on voit qu'il y a rejet de 2 CO2, donc de 2 carbones. Rejet de 2 carbones. Entrée de 2 carbones, rejet de 2 carbones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le métabolite qui entre dans le cycle de Krebs est totalement dégradé. Donc, ce n'est pas une dégradation incomplète. Continuons. 8. Le cycle de Krebs se déroule dans l'espace intermembranaire? Non. La membrane interne? Non. La matrice mitochondriale? Oui. 9. Le cycle de Krebs est une double décarboxylation d'un métabolite à 3 carbones. Si vous vous rappelez, je viens de dire que le cycle de Krebs est un ensemble de réactions chimiques à partir d'un métabolite qui est l'acétylcoenzyme A et qui possède 2 carbones et non pas 3 carbones. Donc la première proposition est fausse. Double décarboxylation d'un métabolite à 2 carbones? Oui. L'acétylcoenzyme A à 2 carbones a subi 2 décarboxylations et a rejeté 2 fois le CO2. Donc c'est correct. Triple décarboxylation? Non, c'est seulement 2 fois. Je continue. Complétez le texte par des termes appropriés. Regardons la première phrase. Les levures sont des êtres vivants à double. Double quoi? Donc c'est double métabolisme. En effet, en présence de... Elle respire. En présence de quoi? Elle respire, donc on va dire en présence de l'oxygène. Elle respire, tandis qu'en absence de l'oxygène, elle réalise, là, en 2 mots, s'il n'y a pas d'oxygène, donc ils vont faire la fermentation. Et quel type de fermentation? C'est la fermentation alcoolique. En absence d'oxygène, le métabolisme, donc on sait que le type du métabolisme en absence d'oxygène, c'est le métabolisme anaérobie, débute par, donc il en manque,
débute par donc, comment appelle-t-on la première étape de la dégradation de glucose? C'est la glycolyse. Débute par la glycolyse. Alors, comment appelle-t-on le produit de cette glycolyse? C'est l'acide pyruvique. Ne pénètre pas dans où il ne peut pas pénétrer. C'est dans la mitochondrie. Et continue à être transformé donc elle va rester où? Dans le hyaloplasme. Pour donner quoi? Il continue à être transformé en. Pour donner quoi? Un déchet organique, c'est l'éthanol. Étant donné que la chaîne respiratoire est, donc il n'y a pas de chaîne respiratoire puisqu'il s'agit d'une fermentation, on va dire ici qu'elle est absente. Continuons. La fermentation alcoolique correspond à une oxydation du glucose. Est-ce qu'elle est complète ou incomplète? Incomplète du glucose avec production de molécules organiques encore riches en quoi? En énergie. Finalement, le bilan en termes d'ATP formé se limite à combien? À 2 seulement. Issu de quoi? De la glycolyse. Soit un rendement énergétique de combien? Quel pourcentage? Donc lorsqu'on a calculé le rendement énergétique, on a trouvé ce seulement de 2% environ. Au lieu de, donc le rendement énergétique de la respiration, il était de 41% environ lors de la respiration. Le reste, c'est-à-dire le reste de l'énergie, se trouve dans les molécules d'éthanol. Voilà, j'arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc merci pour l'avoir donc suivi. La vidéo suivante sera consacrée aussi à la correction des séries qui nous restent. C'est la série numéro 4 et la série numéro 5. Donc, au revoir et à la prochaine vidéo.